Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à Isoboutique. Voilà. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Uta. Uta n'habite pas très loin d'ici, vu qu'elle exerce du côté de Plouvien, je crois, c'est ça, hein, on est voisins, parce que j'habite à Plouvien aussi. Voilà, mais ceci dit, c'est pas parce qu'elle habite Plouvien qu'elle n'est pas connue un peu partout en France, on va dire. Voilà. Tu donnes des ateliers, des choses comme ça du côté de Montpellier ou dans le sud de la France aussi. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est bien connu. Voilà, la preuve, c'est que la salle est quand même assez pleine, on va dire. Voilà, d'ailleurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Voilà. Alors, quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois? Ici. Bienvenue. Bienvenue. Il y a beaucoup de monde à chaque fois, parce que comme on traite quand même pas mal de sujets, ça fait que le public en fait est varié, quoi. Voilà. Donc ce soir on va parler de chamanisme, et pour ce faire, donc Uta nous offre un peu de son temps et elle va tout vous expliquer. Alors la soirée va se passer en deux temps. Dans un premier temps, ce sera la conférence. Après on va faire une petite pause où de l'autre côté il y a du thé, du café, des boissons fraîches. Oui, moi j'en ai. Il y aura. Voilà. Et je ne sais pas, en deuxième partie, je crois que tu as prévu un petit voyage chamanique au son du tambour. Hein. Ouais. Voilà. Donc, si les voisins nous laissent tranquilles, ça se fera dans de bonnes conditions. Sinon, on va faire au mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. Si vous voulez les programmes des autres soirées que nous organisons, c'est sur la feuille là. Voilà, donc je vais les mettre à disposition sur le bureau. Par contre, pour tout ce qui concerne Uta, toutes les informations, c'est au fond sur la valise de la table de massage. D'accord? Donc vous allez au fond, vous servez, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Oula. Bonsoir. Vous vous entendez? Ouais. Oui. Ça marche bien. Ok. Donc, bienvenue à tout le monde. Il ne fonctionne pas le micro. Il ne fonctionne pas, hein? Si, mets-le bien en face. Oui, oui. Comme ça? Ok. Donc, bienvenue, ce soir est Halloween. C'était pas exprès, c'était un rapport avec le chamanisme quand même. Je vais mettre peut-être un peu plus fort. Oui. Ouais, je vais un peu plus fort. Oui. Oui. Bonsoir. Ah oui, je vais passer dans les rangs aussi je vais passer dans les rangs pour récupérer les 10 €. Oui, moi je suis toujours à côté de ça. Je vais commencer par là. Donc en attendant que Jeff passe, donc j'avais envie de vous demander qu'est-ce que c'est le chamanisme pour vous? Et qu'est-ce que c'est un chaman? Sinon, on se réfère au film qui est sorti là, au cinéma Clos. Oui, on l'a vu hier soir. Ah, super. Du coup, c'est Corinne Sandrin. En tout cas, qui est d'actualité. Ouais, vous l'avez vu le film? Oui, hier soir. Ouais. Moi, pas encore, mais j'ai les livres, j'ai amené. Il est très bien. Ouais. Le film est très bien. C'est le film Un monde plus grand. Et c'est quoi le chamanisme du coup? C'est un chemin entre nous et l'au-delà, pour moi. Merci. Encore du monde qui arrive. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Est-ce que c'est un chaman ou le chamanisme?
Sinon, vous avez des questions? Ah, vous pouvez au fur et à mesure les poser. C'est parti. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, moi c'est Uta. Donc, je suis née en Allemagne du Nord, près de la frontière danoise. J'habite en Bretagne depuis à peu près 30 ans. Et mon nom chamanique, c'est Uta Waltir. Donc, cerf blanc, le ver blanc. Donc, mon parcours, j'ai commencé par des études de médecine en Allemagne. Après, je n'ai pas pu exercer ici. J'ai travaillé en tant qu'infirmière avec des handicapés mentaux, pendant 22 ans. Ça m'a initiée à la communication non verbale. Après, je suis tombée malade. Pour vrai dire, j'étais malade toute ma vie. Depuis l'enfance, mais après j'ai réalisé de plus en plus parce que le travail devenait de plus en plus compliqué. Je n'avais pas de diagnostic, donc j'ai essayé un peu tout pour m'en sortir. Je me suis dit, il y a moyen. Les médecins ne trouvaient pas. Donc j'ai commencé avec le yoga, après les formations en soins énergétiques. J'ai appris à communiquer avec les animaux, avec l'âme, l'inconscient des personnes. Ça, c'est les handicapés qui m'ont amené là. Il n'y avait pas de verbal et je me suis dit, il y a bien moyen, ils doivent avoir un langage. Et après, je suis arrivée à une formation chamane. Donc c'était avec Patricia White Buffalo, qui vit en Californie, qui est amérindienne Apache, mais qui a été aussi co-directrice de l'école énergétique Barbara Brennan, pour ceux qui connaissent. Et donc elle nous a enseigné le chamanisme d'une manière très particulière, donc à l'américaine, ce qui était bien parce que donc elle nous a lancés dans le bain. Faites, et elle nous a encouragé ce qui était bien. Elle n'a jamais reprimandé, jamais dit ça c'est pas bien, ça il faut pas faire. Allez-y. Donc ça c'était vraiment super. Elle a une conception particulière de la route médecine. La route médecine que vous connaissez peut-être tous. Donc l'Est, Sud, Ouest, Nord. Donc la roue de Lakota qui est plus connue, on va l'ouvrir tout à l'heure ensemble. Et puis à l'intérieur de ça, elle a la roue de fondation qui tourne dans l'autre sens, de l'Est, Nord, Ouest et Sud. Pour travailler vraiment les fondations, renforcer les 3 premiers chakras, travailler l'incarnation, le temps interterrain, l'essence, pour être solide, pour ne pas aller tout de suite dans la transformation comme dans la plupart des formations. Et avoir une base vraiment solide. Et en plus, on a eu un encadrement 1 sur 2 ou 1 pour 3. C'était rare aussi, c'était vraiment bien. Donc je l'ai suivi cette formation pendant 6 ans. En 2e année, j'étais guérie. Je vais vous dire quand même, donc c'était la maladie de Lyme et puis la sclérose en plaques. Mais c'était lié. Donc là, je travaille en tant que thérapeute, je fais des soins à distance, des soins en cabinet, j'anime des stages, des groupes de parole, groupes de méditation et groupes tambour. Voilà. Donc maintenant le chamanisme, donc ça a à voir avec la nature, avec la spiritualité, avec l'énergie. Donc j'ai essayé de voir c'est quoi la nature. C'est pas facile, hein. J'ai pas regardé le dictionnaire, j'aime pas être dans le mental. Donc voilà, c'est quoi la nature pour vous? Ce qui nous entoure. Oui. Dedans, dehors. Oui. Les arbres. Comment? Les arbres. Les arbres, oui. Les animaux. Les plantes, les animaux. La vie, tout simplement. Oui, ce qui est vivant, oui. Oui. Est-ce qu'il n'y est pas? Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y est pas?
Ce qui n'est pas vivant. La mer, les roches, le sol, l'air, le vent. Oui, c'est vivant aussi. C'est vivant tout Oui, ça. c'est notre façon. Voilà. Donc nous sommes nature, on va dire. Oui. Déjà pour commencer. Donc on fait partie. Et pour moi, en méditant, ce qui était venu, c'est être. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc comme nous sommes nature et tout ce qui nous environne, donc on peut communiquer avec. Après, c'est qu'est-ce qui est la vie? La vie, c'est à voir avec l'énergie. Donc l'énergie, c'est la vibration, le son, la lumière. Donc ça bouge. C'est pas solide comme ça a l'air. Voilà. Après, il y a aussi, comme ce soir c'est Halloween, c'est aussi le monde magique. Le monde des Harry Potter, le monde des légendes, des contes. Donc le chamanisme nous plonge là-dedans aussi. Et c'est spirituel. Donc c'est la spiritualité la plus ancienne. Je pense que ça fait partie de l'être humain, de la nature de nous. C'est la base de toutes les religions, mais il n'y a pas de dogme. Il y a aussi en exemple, on peut dire, la médecine traditionnelle chinoise, le druidisme, l'ayurveda, la phytothérapie qu'on utilise ici. Donc c'est spirituel, mais il y a Dieu, mais Dieu c'est pas une personne pour nous. On appelle le grand tout, Great Spirit, on dit lumière, amour, la source. Et nous faisons partie. Voilà, donc le chamanisme respecte toute voie religieuse, hein, c'est toujours compatible, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tout ce qui existe, c'est vivant et c'est sacré. Donc le divin, la source, ça se trouve en chacun de nous, ça se trouve en chaque être vivant. Aussi dans les éléments, la Terre, les planètes. On peut dire un corps, il est composé de cellules, d'organes et de cellules. Et tout ça, ça fait ensemble. Donc ça, c'est nous. Mais nous faisons partie d'un plus grand, de l'humanité. Et ça fait pareil, aussi un ensemble. Ou la ruche, comme les fourmis. Donc les êtres vivants, ça forme le monde, et chacun a sa place, sa fonction. Donc nous sommes tous frères et sœurs, et enseignants les uns les autres, au miroir. Et comme nous avons tous les divins en nous, nous sommes tous un, sur ces niveaux-là. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc ça vous parle, hein? C'est vraiment les bases du chamanisme. Tu as des questions là-dessus? En principe, on peut résumer le chamanisme là-dessus. Où est-ce qu'il est né le chamanisme? À la base. Le chamanisme, ça a existé au monde entier. Toutes les cultures. C'est vraiment la spiritualité des bases. Comme j'ai dit, il y a des colorations diverses suivant les coloris, suivant les cultures, suivant les régions du monde. Il y a le chamanisme d'Amérique du Sud qui est très connu avec les plantes, avec l'ayahuasca. Il y a le chamanisme en Mongolie, il y a en Sibérie, il y a eu au Tibet. Donc là, c'est plus spirituel, il y a moins de végétation. Donc en fait, ils se sont adaptés. Hein. En Europe, ça a été beaucoup les plantes et les druides. L'Afrique aussi.
En Afrique. En Afrique aussi, ouais. Tous les continents, vraiment partout, partout. La médecine moderne, après la science est arrivée tout récemment, et avant ça a été le chamanisme. Donc le mot chaman, ça vient d'une tribu en Sibérie, les Touks. Donc ça a été emprunté de là. Donc il y a des termes divers suivant les cultures. Hein. On peut dire curandero, mamo, maestro, druide. Il y a plein de termes suivant les langues. Donc nous sommes tous un. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de jugement. Pas de bon, de mauvais. Bien, pas bien. On fonctionne tellement sur ce mode-là, à juger, à cataloguer. Et comme nous sommes un, nous pouvons communiquer. Communiquer là, c'est verbal, mais la communication de base, c'est la télépathie. Nous pouvons communiquer de cœur à cœur, ou d'esprit à esprit, ou âme à âme, comme vous voulez. Donc l'exemple, c'est les communautés des Findorn, les jardins, les gens, l'esprit des plantes. Donc pour moi, le chamanisme, c'est aussi une manière de vivre, hein, une philosophie de vie. Et ça crée le lien entre le monde visible et invisible. Et pour moi, ça fait un. Ce qui nous anime, qu'on peut toucher. Donc on peut réfléchir, qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est la mort. Qu'est-ce qui est pour vous vous avez une idée? Ce sont des passerelles, l'une mène à l'autre, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait partie du tout. Les deux, la vie et la mort, ça fait partie du tout. Oui. Donc est-ce qu'il y a une mort déjà? La mort fait partie de la vie, en fait. Oui. Mais c'est juste la mort du corps physique, hein, parce que l'âme, elle reste. Donc pour moi, ce qui m'est venu, hein, c'est la vie. Pour moi, c'est un synonyme de l'amour. Et la mort, ça rime avec peur. Pour moi, la mort, elle est là, en fait. Parce que quand on est dans la peur, plus rien ne bouge, on se fige, on reste prostré, et on n'avance plus, on ne bouge plus. Voilà, donc ça, c'est des définitions juste par la méditation. Comment je le ressens. Voilà, donc revenir au chaman. Donc le chaman, il appartient à une tribu. Il n'est jamais tout seul, il est dans une communauté. Et il communique. Il communique avec la nature, les animaux, les plantes, les éléments, mais aussi les élémentaux. Pour tout le monde, c'est ok les élémentaux, ce que c'est? Non. Donc les élémentaux, ce sont des esprits de la nature. Donc il y a ce qu'on appelle les trolls, les ondines, les fées, tout ce monde-là magique. Il y a les devas. Donc ce sont des énergies. Après les légendes, les contes, ils leur ont donné une forme. Mais en fait, ce sont des énergies pures qui aident la nature à exister et qui aident vraiment sur tous les niveaux. Il y a toutes les tailles. Il y a des tout petits, j'en ai vu des minuscules comme des fourmis, il y en a des immenses comme des baleines ou plus grands. C'est infini ce monde-là. Mais en fait, c'est nous notre cerveau qui leur met une forme, ce sont des énergies pures. Donc avec ces esprits-là, on peut communiquer aussi. Il y a les planètes. Et puis les âmes qui ne sont plus incarnées. Donc les personnes décédées. Et il y a aussi les guides. Donc le chaman, il communique avec tout ce monde-là.
il agit dans ce monde, le monde visible et le monde invisible. Il n'est plus dans la dualité ni le jugement, et le but c'est veiller à l'harmonie. L'harmonie en soi-même, l'harmonie entre les êtres, l'harmonie dans le grand groupe du monde, l'harmonie entre les yin, les yang, masculin, féminin, l'ombre, lumière. J'ai trouvé un bon exemple, c'est la tribu des Kogi qui vit en Amérique du Sud, hein, en montagne, en Colombie. Ils ont vraiment le grand souci de veiller à cette harmonie-là. Ils font beaucoup de travail pour aider la Terre, pour aider les humains. Ils passent beaucoup de temps à discuter entre eux, pour discuter, pour exprimer ce que chacun sent. Il y a Eric Julien qui s'est engagé auprès des Kogi et qui a fondé une association pour les aider. Il a écrit des livres merveilleux. Je vous invite à regarder les sites. Ça s'écrit comment, Kogi? Kogi, K-O-G-I. Oui. Et l'association, j'ai un dépliant là, c'est les Tchédoukou. Donc vraiment une tribu très spirituelle. Il y a un exemple aussi, j'ai trouvé dans le livre de Sandra Ingerman, c'était en Chine, il y avait la sécheresse dans un village, ils ont appelé un chaman. Et le chaman, il est venu au village, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans une maison pendant 3 jours, tout seul, il n'a parlé à personne. Et après, il s'est mis à pleuvoir. Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et là, il a juste dit, quand je suis arrivée au village, je sentais que les gens, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien entre eux, il ne régnait pas l'harmonie. Donc je ne pouvais rien faire du tout. J'étais pris avec ça aussi, je ne me sentais pas bien. Donc il fallut que je m'isole, que j'aille dans une maison et que je retrouve mon harmonie en moi. Que je sois bien. Et c'est ça qui a fait pleuvoir. Là, je pense que ça illustre les lieux. Le chaman, alors il voit et il écoute. Il a une fonction de guide spirituel. Dans la pratique, il fait des soins aux humains, aux animaux, mais aussi à la terre, à la nature. Il enseigne. Il aime bien enseigner par des histoires. Parce que c'est symbolique, ça touche beaucoup plus l'émotionnel, le cerveau droit. Tout ce qui concerne le chamanisme, ça passe plus par le cerveau droit. Donc des pratiques, des rituels, des cérémonies par rapport au moment de la vie, des rites de passage, par rapport à la nature, donc des saisons, les solstices, les équinoxes. Donc les druides font ça beaucoup. Donc là, on peut revenir à Halloween. Donc demain, c'est Samhain. Le début de la période d'hiver. Donc les druides vont fêter ça, ce passage-là. Les chamans, ils travaillent avec les guides et avec les éléments. Donc les guides, c'est quoi pour vous? Des guides. Des guides. Vous pouvez citer des exemples, il y en a plein. Ben, ça dépend, en fait. On peut avoir des guides familiaux, donc nos défunts, tout simplement. Ouais. Ou après des êtres plus élevés, on va dire. Et qui régissent un peu le tout, et au fur et à mesure, ça va de plus en plus haut. Ouais. Voilà. D'autres? On parle du chamanisme. On peut avoir des animaux comme guides aussi. Oui, il y a les animaux de pouvoir. Oui, parce que les animaux sont là pour nous faire évoluer. Donc Ouais. forcément, ils sont des guides quelque part. Donc il y a les animaux de pouvoir, il y a les animaux de médecine et il y a les animaux de totem. Donc il y a pas mal de confusion là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Tu sais la différence entre animal de pouvoir et animal totem?
Donc, animal totem, c'est l'animal du clan. Parce que le chaman appartient à une tribu ou à un clan. Donc avec une certaine caractéristique. Il y a le clan de la tortue, il y a le clan du tigre, enfin il y a plein de clans différents. Il y a les animaux de médecine. Donc les animaux de médecine, vous trouvez dans la roue de médecine Lakota. On va ouvrir tout à l'heure. Donc la roue de médecine Lakota, ce qui est connu, donc c'est à l'est, c'est l'aigle. Au sud, vous avez le coyote ou le loup. Moi, j'aime bien mettre le renard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coyotes ici. À l'ouest, il y a l'ours. Et au nord, il y a le buffle. Le buffle, il n'y en a plus beaucoup, donc je trouve que les vaches, c'est des animaux de pouvoir aussi. Et des animaux médecine. J'ai animé un stage communication avec les vaches, et il y a des vaches très spirituelles. Ils peuvent vraiment être guides spirituels, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et chaque animal totem, chaque clan a un rôle spécifique? Oui, oui. Et après, donc, il y a l'animal de pouvoir. Donc ça, on peut dire, c'est comme en double. Donc en général, quand on pratique du chamanisme, ça met quelques années à venir. Et après, ça fait partie de soi-même. Donc moi, c'est Utawatir. Donc le dain, il est venu à moi à plusieurs reprises, et de manière très forte. Donc, quand j'étais en 4 divisions en Allemagne. Donc j'ai croisé 4 daims sur une route, justement quand j'allais à la 4 division. Donc il y avait 2 beaux mâles et 2 femelles adultes, ils étaient à 4 mètres de moi. Ils ne sont pas enfuis, ils m'ont regardé longuement dans les yeux, on s'est fixé. Et donc ça, c'était vraiment une expérience qui, au niveau émotionnel, ça touche beaucoup, beaucoup. C'est très fort. Et j'ai revécu ça aussi à une 2e reprise. Donc là, j'ai compris que c'est le dain pour moi. Donc en général, cette rencontre, elle est très très forte. Ça peut être au cours d'un voyage, ça peut être aussi dans la nature, en vrai. Mais ça touche vraiment notre cœur profondément et on s'identifie. Et c'est cet animal-là qui va nous aider, qu'on va appeler. Après, les animaux de pouvoir des médecines totem, c'est pas des animaux comme notre chien domestique ou comme notre cheval. Ça représente, ce sont des guides sous forme animale. Donc ils ont la forme animale, donc ça montre un peu quelle qualité ils ont. Pour nous, c'est plus visible. On peut dire que c'est vraiment l'énergie de cette espèce animalière. Après, vous avez plein de bouquins là-dessus, des cartes. Mais je trouve que le mieux, c'est vraiment découvrir soi-même. Ne pas trop regarder, on va passer par le mental. Ce qui va là pour tout le chamanisme, en fait, ça ne s'apprend pas dans les livres du tout. Il faut le pratiquer, il faut le vivre. Et l'enseignement, c'est oral, mais c'est vraiment l'expérience, parce que les chamans traditionnels, ils parlaient très peu. Ils donnaient des exercices, des choses à faire, ils sont présents, mais c'est à nous de faire. Voilà, donc pour d'autres guides, ça peut être aussi des êtres non incarnés, donc des personnes décédées, ça peut être des figures religieuses, n'importe quelle religion. J'étais très étonnée, j'ai vu tout. J'ai découvert Marie, alors je ne suis pas catholique, je n'avais aucune relation avec Marie spécifique, j'étais luthérienne, mais ça a été aussi Shiva, ça a été Tara, Bouddha, vous pouvez tout avoir. C'est juste des belles énergies. Il n'y a pas de hiérarchie dans les guides. Non, non, il n'y a pas de hiérarchie. Ni dans les animaux, donc vous avez, en stage chamanique, souvent on fait découvrir l'animal de pouvoir, après on fait le danser, l'exprimer en transe. Et donc une fois il y avait quelqu'un, c'était une limace. Il avait un peu honte avec les autres qui avaient des lions ou des tigres. C'est pas facile, on peut faire la limace en danse. Donc ça peut arriver. Et ils sont aussi puissants. Chacun a juste des fonctions spécifiques.
En fait, c'est comme dans la nature. Un ver de terre est aussi puissant qu'un tigre ou un éléphant. C'est juste chacun a sa fonction, là où il est. Est-ce qu'ils sont puissants parce qu'ils sont nombreux? Comment? C'est pas ça la question. Est-ce qu'ils sont puissants parce qu'ils sont tout? Par exemple, les abeilles. Oui. Elles ont compris que elles sont un tout parce qu'elles se reproduisent et qu'elles savent très bien que moi j'ai un rôle, mais je peux mourir et puis ça sera la génération d'après qui va continuer mon travail, etc. Donc elles pensent qu'elles sont comme nous en fait, mais on n'est pas conscient de tout ça. Oui. Et on est un tout parce que justement on se retrouve après. Oui. Oui, voilà. Ouais, elles ont une grande conscience de la collectivité. Hein. C'est Oui, comme les fourmis. Ils vivent pour la ruche, simplement. Ouais, pour C'est la ça. ruche. Mais c'est aussi les vaches, comme j'ai dit, ils vivent en troupeau. Ouais. Il y a une grande conscience. Et j'étais en pleine admiration. Parce qu'il y a une conscience d'être un individu, mais il y a la conscience en même temps du troupeau. Et en permanence aussi, il y a une communication qui est à tout moment. Et donc chacun sait comment va l'autre. Ça fuse, quand on voit l'énergie, c'est comme des flashs, c'est en permanence. Il y a des liens dorés entre tout le monde en permanence. Elles ont l'air comme ça tranquilles, elles ruminent dans leur champ, mais elles sont en communication. J'ai eu une expérience avec des vaches comme ça, et c'était, j'avais un chien un peu fou, et qui s'amusait avec les autres animaux, souvent il allait grignoter les pattes des animaux, et il avait fait ça avec un troupeau de taureaux, et les taureaux s'étaient éparpillés partout dans la nature. Et une fois, il est tombé sur un troupeau de vaches. Les vaches se sont alignées toutes face l'une à côté de l'autre, comme ça, face au chien. Le chien était coincé, quoi. Il est parti, quoi. Il a compris que c'était pas la peine de jouer avec les vaches. Ouais, tout à fait. Et bon, il y avait aussi quelques petits veaux. Donc, en plus, il avait La protection. Instinct maternel. Mais c'était magnifique comment elles se sont mises, mais pratiquement instantanément. Ouais. Et même les animaux dits solitaires, hein, comme les félins, je pense qu'il y a une conscience de groupe aussi. Hein. Ils ne sont pas si solitaires que C'est ça. ça. On est fait l'un pour l'autre. Après, nous, on a perdu ça, mais je ne dirais pas l'espèce humaine, parce que je vous ai parlé des Kogis, des tribus qui vivent encore dans la nature, qui sont vraiment connectés. Ils ont la conscience du groupe, sinon ils ne peuvent pas survivre. Donc ça fait quand même partie de l'humain. Bien sûr. Mutin, qu'est-ce que, au niveau chamanisme, qu'est-ce que le chamanisme pense de la consommation de la viande? Quand même, on parlait des vaches et voilà. Et ça me... Oui, la question est souvent posée. C'est vrai, pour les stages, je me demande est-ce qu'il faut prévoir une nourriture végétarienne ou pas? Ouais. Pour tout stage communication animale, est-ce qu'il faut prévoir une nourriture végétarienne? Biologiquement, nous sommes des omnivores. Hein. Nous faisons partie des prédateurs. Hein. Bon, pas autant que les chiens ou les chats, mais nous avons besoin de la viande. Au moins en période de croissance. Et les chamans, ou même tous les tribus dans la nature, en fait, quand ils chassent, et je pense que les animaux font pareil. Il y a une espèce de communication qui s'établit entre les chasseurs, les prédateurs et la proie. Et à un moment donné, il y a la proie qui donne son accord. On ne prédate plus beaucoup là quand même. Non, Les non. occidentaux. Non, on ne prédate plus beaucoup, c'est tout emballé sous plastique, c'est fait. Ça c'est dommage par contre, ouais, ça c'est autre chose. Bon, même si on n'achète pas sous plastique, la personne qui va manger de la viande, c'est pas elle qui va la tuer. Ouais. Ouais, et puis tuer, c'est tout aseptisé, donc Donc ça c'est une autre Puis, question. À l'origine, on était plus cueilleurs que chasseurs, donc peut-être que... Donc normalement, pour la chasse, il y a vraiment ce contrat, c'est dans le respect. Et quand on a tué l'animal, il faut remercier. Pour la gratitude, des fois il y a des rites, et puis bon, ils consomment tout et ils jettent rien. Donc là, on a beaucoup à apprendre.
Et je dirais les plantes, c'est pas vrai non plus qu'elles n'ont pas de douleur. Elles sont vivantes aussi. Donc ça commence à avoir plus en plus de littérature là-dessus. Comme il faut toujours littérature et des recherches pour tout prouver. Mais Il y a- il faut remercier les plantes, il faut les remercier. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une évolution du minéral au végétal, puis animal et humain, ou est-ce que tout est uni en fait en quelque sorte? L'évolution, au niveau de l'évolution. Au niveau de l'évolution, oui, il y a eu des... dans le temps, il y a eu des changements. Mais il n'y a pas de hiérarchie. D'accord. Ouais, on peut communiquer en même... Parce que le minéral est vivant aussi. Hein, Oui, les minérales est tout à fait vivant. Ouais. Et on peut avoir des belles communications, autant aussi avec les éléments, avec le vent, avec le feu. Justement, pour la communication, vous parliez d'énergie. Quand vous communiquez en énergie, vous communiquez en pensée, avec des mots. Comment ça? Est-ce qu'il y a des distinctions selon avec qui vous communiquez? Quand j'enseigne en stage la nature et l'humain quand il n'est pas encore verbal, donc les bébés, Oui. c'est par télépathie. En fait, ils envoient des sensations, des images. Ils envoient vraiment par tous les sens qu'on a. Donc ça fait beaucoup, après il faut décoder. Ça fait vraiment beaucoup à la fois. Et quand on est là-dedans, c'est notre cerveau qui va mettre ça en mots. Bon, les gens sont étonnés. Bon, quand j'ai une consultation pour un animal, ben, j'envoie un texte. Mais c'est juste pour faciliter la compréhension, pour avoir une trace écrite. L'animal, il comprend les mots, mais juste par l'intonation. Parce qu'il connaît la personne qui va émettre, il va comprendre le sens, mais autrement. Voilà, donc pour faire tout ça, il faut se mettre en état altéré de conscience. J'avais d'autres. Ah oui, les formations. Je vais parler des formations, les chamans. Donc c'est par l'expérience directe. L'enseignement, donc un par un, est idéal, ou un pour trois, mais pas plus. C'est les épreuves de la vie, des épreuves initiatiques. Pour ça, le chamanisme me fait peur souvent, parce qu'on entend pas mal d'histoires. Ça demande à se confronter à ses peurs, aux douleurs, à ses émotions, et à aller à travers. Souvent, nous avons eu des expériences de mort imminente, donc EBI ou NDE, pratiquement tout ce que je connaisse. Donc moi aussi, ça fait partie, c'est pour ça que c'est peut-être plus facile d'avoir un contact avec l'au-delà. Et ça nous amène à ne pas avoir peur de la mort, justement, parce qu'on sait comment c'est de l'autre côté. Donc il y a des expériences, ce qu'on appelle l'expérience de démembrement, ça se fait au cours d'un voyage chaman. Donc on vit une expérience, même qu'on se fait, comment dire, tout mettre en pièces. Il y a des animaux, ils nous dévorent, ils mangent la viande, ils mangent la peau, les os sont éparpillés dans les déserts. Et bon, donc, dans ces voyages-là, on n'a pas peur, mais ça sert à défaire l'ego. Et on a ça plusieurs fois. Ça fait vraiment partie de l'évolution chamanique. Hein. Chacun vit des voyages comme ça. On a aussi, on pratique des quêtes de vision. Donc il y a une grande partie dans la solitude. Et la quête de vision, ben, on va tout seul dans la nature. Donc c'était un rite initiatique des Amérindiens, mais les rites souvent... quand on passait à l'âge adulte, enfin l'adolescence, début adulte. Et pour les Amérindiens, c'était pour découvrir en quoi ils sont uniques, quelle est leur mission dans la vie. Donc la quête des visions, il y a des cérémonies avant, et après on va tout seul dans la nature, en jeûne, donc sans rien. Enfin, moi j'allais quand même avec un sac de couchage, une bâche, mais pas de tente, et un peu d'eau. Donc il y a des quêtes aussi sans eau. Il y a un collègue
turque. Elle a fait en Colombie, elle a fait des guides vision des années successives. Première année 3 jours, 6 jours, 9 jours, jusqu'à 11 jours, sans nourriture, sans boire. C'est possible. Hein. À la preuve, oui. Oui, voilà, elle se porte bien. Donc moi j'ai fait que 4 jours, hein, ça suffisait, mais c'est un temps vraiment privilégié que j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment adoré parce que pour tous ceux à qui j'ai parlé, on a un autre rapport. On sent vraiment que nous sommes un. La première nuit on a peur, on ne comprend pas tous les bruits, tout ce qui se passe. Et après on s'habitue. Il y a un rapport au ciel aussi, qui est la dernière quête des visions, c'était incroyable, le ciel étoilé. J'étais un avec le ciel, avec les étoiles, je sais pas, il n'y a plus de mots après. Mais c'est des expériences qui nous transforment profondément. La première quête des visions, on a chacun aussi nos petites épreuves, donc pour moi la première quête des visions, je ne me suis pas trop rendu compte, mais à la fin, je me dis, tiens, il y a des petits points noirs là. J'ai tiré, ben, c'était des tiques. Quand j'ai eu la maladie de Lyme, bon, j'étais quand même en état, j'étais assez euphorique et j'allais bien. Je ne me suis pas inquiétée. Donc, je suis après, à la fin de quête, je suis rentrée, on a fait une lutte de sudation. Après, j'ai regardé, et puis les collègues me regardaient, mais t'en as quand même beaucoup. En fait, on était une dizaine et on n'était pas trop à 10 pour enlever tous les tiques. Donc c'était quand même une épreuve pour moi. Mais en fait, je savais qu'elle ne pouvait rien. J'ai pas eu peur. Ouais, pour moi, c'était clair. Voilà, ça allait pas me rendre malade à nouveau. C'était après que tu saches que tu avais la maladie là, en fait. Ça. Ah oui, oui, je le savais là. Ouais. La quête des visions, j'ai fait le premier cycle de formation, c'était 3 ans. Donc après ces 3 ans, et j'étais guérie au cours de la 2e année. Et c'était assez net. C'était net d'un jour à l'autre, je savais que j'étais guérie, j'ai arrêté tout traitement, j'avais plus aucun symptôme. C'est le chamanisme qui guérit la maladie de Lyme alors? Je dirais c'était... Parce que je connais pas mal de gens qui ont cette maladie, surtout du côté de Lyon là. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de... C'est même une pandémie, c'était une pandémie. On n'en parle pas trop, en France pas trop, mais c'est énorme. Hein. Il y a 1 million de nouveaux malades. Il y en a de plus en plus. Ouais. Ce qui m'a guéri personnellement, c'était prendre conscience que j'étais un être divin, de la flamme divine en fait. Je l'ai vécu dans mon corps, donc c'est une expérience comme une expérience d'éveil. Au moment où j'ai réalisé ça, il n'y avait plus que la lumière dans le corps et puis plus de place pour la maladie. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut être aussi des expériences religieuses, hein. Je pense toute expérience spirituelle profonde. Hein. Il y a Eckhart Tolle aussi, il a vécu l'éveil comme ça, spontané. Hein. Donc ouais, la maladie ne subsistait plus quand on vit ça. Donc ça fait partie de l'initiation des chamans. Donc des expériences d'éveil, on en a à plusieurs reprises. Hein. Et de plus en plus fort. Hein. La dernière, c'était comme un tsunami parce que ça a été très très physique. Donc ça m'a demandé pas mal d'ajustements après. J'ai une période de jeûne de 3 semaines. Ouais, j'ai purgé beaucoup le corps. Hein. Et beaucoup de méditation. Voilà. Il y a aussi ce qui est connu, il y a des périodes dans le noir. Donc les Kogis, ils passent 18 ans dans le noir, tout seuls. Donc ça, plus personne ne voudra faire ça. Ça développe le 3e œil, ça. Ouais. Le fait d'être dans le noir. C'est pour affiner les perceptions, pour vaincre le sentiment de solitude. Donc on passe vraiment à travers de toutes nos blessures qu'on peut avoir. En Amazonie, parce que cette année j'étais au Pérou, donc la formation chamanique, ça consiste à... Donc là c'est la médecine des plantes, et donc ils étudient une plante par an.
Donc ils doivent diéter, faire la diète d'une plante pendant une année. Ils mangent une nourriture assez neutre, hein. Donc ils mangent juste une fois par jour. Donc toujours le même poisson, un poisson de rivière sans dents et une banane plantain. Et c'est tout. Et il faut vivre aussi dans l'isolement pendant ce temps-là. Donc c'est assez difficile. Donc une raison aussi pourquoi le chamanisme peut faire peur. Ça peut faire peur aussi parce que quand pour travailler, on se met en état altéré de conscience, comme je disais tout à l'heure. Donc état altéré de conscience, ben, il n'y a plus un contrôle du mental. Et ça fait très peur à l'occidental, parce qu'on est que dans le mental et dans le contrôle tout le temps. Donc la transe, ça fait peur. L'inconscient, ça peut faire peur. Pour moi, l'inconscient, c'est la vraie conscience, la conscience profonde. Voilà, donc pour se mettre en état altéré de conscience, ça peut être des sons, ça peut être le tambour, les sons rythmés, le hochet, la chant, la danse, des plantes, l'ayahuasca, les champignons. Il y en a eu beaucoup de plantes en Europe aussi, il y a un livre là-dessus. Il y a un gars, Retsch, un Allemand, il les a essayées toutes. Il a écrit un livre avec les mots d'emploi. Donc on a cette culture-là aussi. C'est un groupe à vivre. Il y a aussi la méditation. Et des fois, ça arrive spontanément. J'ai régulièrement en stage des gens, mais j'ai des expériences, je fais des voyages depuis mon enfance, spontanément. Après, voilà. Donc après, il faut une discipline, une hygiène de vie. Donc on est très proche de la nature, il y a un régime. Donc c'est pas végétarien, mais c'est une nourriture saine qui nous fait du bien. Vraiment respecter le corps. C'est l'activité physique, les purifications régulières, donc des moments de jeûne, des utilisation, des périodes d'isolement et la pratique spirituelle. Donc des offrandes. Pendant longtemps, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la prière du tabac. Donc, le matin, quand je me levais, j'allais au jardin, j'ai salué les directions et j'ai mis des offrandes. Les Amérindiens, c'est le tabac. Ici, ils ne poussent pas, donc j'ai pris ce que j'avais, en fait. J'ai mis pour les oiseaux, pour la nature. C'est important, la gratitude. Hein, se lever le matin et dire merci. Merci, je suis là, je suis vivante. Merci le soleil, merci la pluie. Ça a mis du temps aussi pour accepter toutes sortes de temps. Aujourd'hui, je me dis il pleut, hein, c'est un jour de nettoyage. Les plantes vont être contents, limaces aussi. Pareil, on a besoin de tout. Les chamans, ils disent à la fin de cette prière-là, on dit Today it's a good day to die. Ah oui, bah oui. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour mourir. Ça veut dire juste qu'on est en paix. En paix avec soi, en paix avec le monde. Et on peut mourir tranquillement. C'est important de se dire ça. Et l'autre affirmation, c'est « It is said, it is done ». Donc une prière, c'est pas la prière chamane, c'est pas « s'il te plaît, donne-moi ». Non, merci pour ce que j'ai reçu. Et c'est fait. Et quand nous demandons quelque chose, on y croit, on a confiance que ça arrive. On ne sait pas quand, mais on a confiance. Donc ça aussi, c'est une certitude. Voilà, donc en l'état altéré de conscience, ouais, c'est juste un rythme. Je peux faire ça vite fait avec le hochet. Après, je vous ferai le voyage au tambour, quoi. Je vais poser ça. Voilà, donc un rythme régulier. On peut faire aussi un frappant sur la poitrine.
simplement. Le tambour, tout ce qui tire, c'est important, c'est un rythme très régulier. Et ça a le même effet qu'une méditation. Ça modifie les ondes cérébrales. Donc ça nous amène très vite en état alpha. Donc alpha de détente. C'est dans cet état-là que sont les animaux tout le temps d'ailleurs. Ils nous trouvent un peu stressés. Donc alpha, c'est quand vous êtes à la plage, vous êtes en détente, vous reposez, vous êtes cool. Et après, ça peut aller aussi en état delta ou theta, donc du sommeil, les stades de sommeil, léger ou profond. Donc un voyage chamanique, si on s'endort, c'est pas grave. Il y a des profondes guérisons. Donc c'est les voyages, c'est dans le monde invisible, c'est toujours avec les guides, jamais tout seul. On voyage à partir de son espace sacré, qu'on découvre au cours du voyage. C'est un endroit qui existe ou qui est imaginaire. Un endroit où on se sent en sécurité. C'est important de voyager à partir de là. Et on retourne toujours à cet endroit sacré-là. Donc, il faut avoir une intention. C'est notre feuille de route. C'est important de clarifier son intention. Après, on lâche prise. Parce que des fois, les guides décident autre chose. Mais nous, on formule son intention au début. Et donc, ça sert à comprendre, avoir des informations, des guidances, de recevoir des soins, guérir, changer des choses. Donc, on vit ça comme un rêve éveillé, mais après, ça amène des changements dans le monde physique, dans notre vie, dans notre corps. Donc ça, c'est important de faire confiance à ça. C'est puissant. Voilà, donc l'intention est lâcher prise par rapport au résultat. Donc tout le monde peut faire des voyages chamaniques, il n'y a pas de problème. Et les perceptions, il ne faut pas se mettre la pression, quoi. Les perceptions, c'est très individuel, suivant si on est visuel, auditif, ou si on est plus... les ressentis physiques, ça varie aussi d'une fois à l'autre. Et les informations arrivent souvent sous forme symbolique. C'est important de ne pas trop décortiquer ça avec le mental et pas interpréter non plus les voyages de quelqu'un d'autre. Il y a une symbolique qui est commune à notre culture, commune à une famille, mais il y a des symboliques aussi qui sont individuelles. Et ça n'a pas besoin d'être forcément compris avec le mental, ça agit très bien. C'est l'empreinte émotionnelle, le vécu qui va agir. L'explication mentale, le mental, j'appelle ça, ça touche la mémoire froide. Alors il faut le vivre physiquement, émotionnellement. Le monde chamanique, c'est le monde bâti par nos ancêtres, donc les sécures. C'est beaucoup le monde astral, donc à partir du niveau du cœur. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle le bas astral, enfin, il n'y a pas de danger. Par contre, c'est important d'avoir quelqu'un qui garantit le niveau vibratoire, qu'on ne fasse pas n'importe quoi la nuit. Il faut quand même avoir de l'expérience, mais dans ce cas-là, on est vraiment en sécurité. Donc l'entrée, c'est fait par le cœur. Le monde chamanique, il y a 3 mondes, on parle de 3 mondes, le monde supérieur, milieu et inférieur. On parle le monde du milieu qui correspond à peu près au monde vibratoire où on est là, y compris les légendes, les contes. On peut y voir des guides et des personnes décédées. Le monde inférieur est un peu plus dense, mais c'est juste un autre taux vibratoire. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Donc n'ayez pas peur quand vous arrivez au monde inférieur. Il y a des guides aussi pour avoir des belles guérisons. C'est juste l'histoire de taux vibratoire. Le monde supérieur, il est un peu plus éthéré. Donc les visions seront un peu moins concrètes. Puis on appelle supérieur, inférieur, parce que souvent on monte.
Quand c'est supérieur, on monte. Quand c'est inférieur, on descend. On va descendre à l'intérieur de la terre, par un trou, par tout moyen. Et supérieur, ben, on va monter. Et c'est tout. Encore une fois, pas d'hierarchie. Ouais, pour exemple, que c'est culturel, donc moi j'étais habituée, j'ai dû avoir des vies passées aussi chez les Amérindiens, j'ai vraiment connecté avec ce monde-là, donc il m'était familier. Et puis c'est plus proche aussi de notre culture. Hein. Mais quand j'étais au Pérou, les voyages chamaniques, c'était tout d'un coup très différent. Hein. Je me suis trouvée dans la jungle, j'avais plus mes animaux de médecine habituels. C'était beaucoup les plantes et les animaux de là-bas. Donc ça entraînait un petit peu une perte de repère. Mais tout d'un coup, c'était ce monde-là. Donc il faut prendre plaisir, pas se mettre la pression. Et ça reconnecte aussi au monde de l'enfance. Alors pour moi, ça a été une grande, grande joie. Mes premiers voyages, j'ai retrouvé ma tribu. Et c'était émotionnellement très, très fort. Quoi. C'était vraiment ma famille, j'ai reconnu les membres de la famille. C'était beau, j'ai retrouvé mon cheval. Que j'ai pas retrouvé en vérité, j'aimerais bien le retrouver aussi physiquement. J'ai vécu spontanément quand j'ai visité la grotte Chauvet. C'est une copie qui est en Ardèche. Hein. Elle avait été peinture préhistorique, mais très très forte. Et ça m'a touchée au niveau émotionnel, mais très très fort. J'étais comme dans un voyage. Enfin, je me dis, t'as dû vivre là. Je voyais des rites. J'ai passé 2 heures à pleurer après la visite. Voilà, ça peut avoir aussi vécu comme ça. Voilà, des questions jusqu'à présent? Comment on communique avec les guides? Comment connecter les guides? Oui. On les invite, tout simplement. On les invite, des fois on les voit, des fois il y a des noms, des fois on les sent, ça peut être un petit souffle d'air, ça peut être une chaleur, une vision. Faire confiance, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on nettoie, les perceptions s'affinent. Quand on a trop d'émotions, une personne, par exemple, dans le deuil, elle va être enveloppée comme un grand nuage de tristesse. Elle va être là-dedans, donc elle ne pourra pas percevoir autre chose. Il faut déjà qu'elle fasse le deuil, et puis après, elle pourra s'ouvrir. Dans notre corps énergétique, il y a plein de choses. La différence entre un médium et un chaman. Parce Les chamans sont médiums. Ben oui, c'est ça, oui. Oui, ouais. Mais Le chaman fait un peu tout. parce que, en fait, tout ce que tu décris, c'est ce que le médium y vit, en fait. Ouais. Ah oui, oui. Sauf qu'il y a un aspect plus proche des animaux, on va dire. De la nature. Oui. Ouais. On est vraiment très lié à la nature. Parce que le médium, il peut être citadin et voilà. Ouais. Oui, mais tu es obligé de comprendre que tu fais partie, que tu es la nature. Ben oui, forcément. Ouais. Moi, j'ai l'habitude comme moyen de compréhension, de me poser 2 questions. C'est le temps n'existe pas, et je suis un, et je suis tout. Voilà. Et du coup, après, ça se relie. Mais c'est aussi important pour moi que le temps n'existe pas. C'est une construction mentale qu'on a fait avec les Grecs, les Égyptiens. On a eu le chronos comme ça. Et j'ai plaisir à comprendre que dans d'autres cultures, comme les aborigènes par exemple, ils n'ont pas de futur. Donc un temps passé et un grand temps, mais pas de futur. Donc je m'imagine, moi, si j'ai pas de futur, je remplace par quoi? Et après, quand je dis je suis un et je suis tout, c'est un peu comme les abeilles de tout à l'heure.
eh ben, c'est pareil. Si je comprends que je fais partie, non seulement je fais partie du tout, mais je suis le tout. Et voilà, même si j'ai pas la réponse, au moins le fait de me demander ça, je suis content parce que ça. Tu as fait l'expérience? Oui. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas accessible avec le mental. Non. Mais on peut vraiment le vivre. Hein. Être soi-même et être le tout. Mais vraiment le tout, le monde en entier. Et se sentir individu quand même. Oui, voilà. Ouais. Et ça n'empêche que. Voilà. Parce que quand tu nous parles, on en a comme moyen de compréhension et de représentation, on essaye de comprendre par notre expérience si on a des points communs qui pourraient nous relier à ton expérience. Tu vois? Ouais. Et du coup, moi, j'en trouve pas tout de suite quand tu parles. Et puis après, oui. Après, voilà. Mais effectivement, on peut ne pas être chaman et ne pas avoir envie de l'être, mais en ayant quand même tous les éléments pour ça. Et la seule question que je me pose, moi, ça sert à quoi d'être un chaman? Nous, on travaille un peu plus là-dessus. Comme j'ai dit, les voyages chamaniques, le chamanisme, c'est une manière de voir le monde. Sa spiritualité de base, elle est accessible à tout le monde. C'est ça. Évidemment. Oui. Ouais. Oui. Et est-ce que le but d'un chaman, est-ce que c'est de guérir les autres? Est-ce que c'est... Comme j'ai dit, j'allais parler après des soins, justement, de la maladie. Ouais. Ah, j'ai bien dit. Mais comme je dirais, le but, c'est veiller à l'harmonie. Ah, voilà. Ouais, tout simplement. Voilà, exactement. Et quand on veille à notre propre harmonie, en fait, on s'harmonise. Et du coup, voilà, on est l'harmonie. Oui. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais souvent, on a besoin de quelqu'un d'autre. Parce que tout seul, on ne peut peut-être pas tout faire tout seul. Oui, on a besoin de l'aide, oui. Bien sûr. Et pour ça, après, il y a besoin des chamans, des soignants, enfin, des médecins. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tout le monde peut être chaman? Pas dans le sens de capacité, mais dans le sens de chemin de vie Ça dépend comment on définit chamanisme. Chaman. Chaman, certains ils disent bon, il faut être désigné par sa tribu, on doit être reconnu par son peuple. Ou d'autres disent il suffit, voilà, les pratiques chamaniques. C'est compliqué. Hein. Pour moi, je dirais le chamanisme, on ne le choisit pas. C'est le chamanisme et puis nous choisit, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix du tout. En fait, j'encouragerais personne de choisir ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves. C'est une galère. Des fois, ça galère. Ça mène beaucoup de galères, mais beaucoup de joie. Il y a les deux extrêmes. Est-ce qu'on peut relier ça à une mission d'âme? Je pense, oui. Voilà. Ouais, donc du coup, quand on cherche nos guides pour comprendre, quand on cherche notre mission d'âme, eh ben, on a la réponse. Ouais. Du coup, on sait, oui, si... Parce que c'est un mot, le chaman, mais ça existe aussi dans d'autres cultures, dans d'autres cultures, voilà, évidemment, oui. Voilà. Bien sûr. Il ne faut pas fixer sur ce mot. Quoi. Non, voilà. Non, ouais. Pas du tout. Mais en tout cas, la mission d'âme, c'est réel. Il faut, à un moment donné, quand on fait une introspection dans sa vie, on se demande qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, etc. C'est vrai que la réponse, c'est la mission d'âme. C'est quand on a ça, déjà, quand on est convaincu, oui, que voilà, oui, moi je sais pourquoi je suis là, c'est ma mission d'âme qui va devenir peut-être ma mission de vie. Et là, oui, on a la réponse. Et on sait si on est désigné, comme tu dis, comme un chaman ou comme un... Donc souvent, les Amérindiens, ils disent, si la mission c'est être chaman, et on ne le fait pas, on tombe malade. Enfin, on y arrive souvent par la maladie quand même, par les épreuves.
Ça peut être aussi voilà, des expériences mort imminentes. C'est souvent aussi des jumeaux. Ah. Ouais. Ah oui. Peut-être parce qu'il y a plus de sensibilité, ouais. Ah. Enfin, peu importe, mais Oui, il voilà. y a quelque chose qui déclenche. En fait, c'est des connexions, quoi. Ouais. Tout est basé sur la connexion. Donc, j'ai une question. Donc, pour vous, c'est quoi la maladie? Puisqu'on arrive aux soins. La maladie. Une question du chaman. C'est une disharmonie, déjà. Oui, ce que je veux dire. Voilà, C'est une disharmonie. c'est l'inverse de l'harmonie, c'est C'est le corps qui parle, en fait. Ouais. le non-être. Le corps parle et il exprime ce que la bouche n'exprime pas. Ouais. D'où le maladie. Ou tes yeux? Le non-être, Ouais. c'est une atteinte. Enfin, c'est une atteinte progressive. Quand ça atteint le corps, c'est que le reste a été un peu... Alors, soit il y a des choses qui se sont fixées, soit... Moi, c'est comme ça que je vois la maladie aussi. Je me dis que qu'on a consolidé certaines choses, ça peut être des douleurs, des émotions, enfin, on a été atteint, enfin, ça a fini par arriver à notre corps physique. Attends, par quoi découvrir l'extérieur? Alors, moi, je nous conçois comme avec des couches. Oui. Oui, je vois bien ce que tu Voilà, veux dire, et l'aura et tout ça. Donc ça peut être de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est nous qui maintenons l'harmonie. Donc forcément, si on peut nous-mêmes atteindre ces petites couches supérieures qui, au fur et à mesure, vont arriver jusqu'au corps physique. Oui, la maladie, elle arrive d'abord sur les niveaux énergétiques avant de se cristalliser vraiment au niveau physique. Donc on peut voir une maladie qui débute déjà dans le corps énergétique longtemps avant. Ça, c'est sûr. La petite goutte qui fait déborder le vase. Oui, ça aussi. Parce que c'est là qu'on déclenche en fait la maladie. Ouais. On dit aussi la maladie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est sûr, il n'y a plus d'harmonie. On n'est plus en harmonie avec qui on est et avec ce qu'on veut exprimer dans ce monde. On n'est plus connecté avec sa nature. Ou on ne sait pas respecter. On ne sait pas respecter l'environnement. Il y a souvent une attitude de victime. Ça peut être une cause. On a donné son pouvoir aux autres. Le pouvoir, ça c'est une grande question aussi. Voilà, le pouvoir, il est à nous. On peut le déléguer, mais on ne peut pas donner notre pouvoir. L'exemple, c'est aussi les chaussures. Il y a une petite vidéo sur les chaussures. Les semelles synthétiques, ça nous déconnecte avec le contact du sol. Et ça modifie aussi toute notre manière de bouger. Sur le clip vidéo, c'est bien montré. Ça entraîne des micro-inflammations, c'est encore une belle chose. On ne sent plus les courants telluriques, on ne sent plus où on est bien ou pas bien. Ah oui. Ouais. Comme un fil isolant, quoi. Oui, ouais. On peut sentir, mais on sent moins. Donc il y a maintenant la mode des chaussures pieds nus. Enfin voilà, avec une petite semelle, quoi. Voilà, la douleur, c'est le corps ou l'âme qui crie au secours, en fait. Moi, je vois ça comme un petit enfant. Aide-moi. Donc, si on prend un doliprane, ça fait tais-toi. Voilà, ça va aller. Voilà, des fois, les douleurs sont insupportables, il faut faire quelque chose. Mais à un moment donné, il faut finir par les écouter, quand même. Ça peut être aussi des projections sur l'autre. Parce que souvent, c'est les émotions. La plupart du temps, quand on ne se prépare pas, parce qu'on travaille quand même beaucoup dans l'astral, c'est les émotions. Donc, nous, on a l'habitude de bloquer nos émotions et nos réactions physiques. On les vit, mais qu'à moitié, on les bloque après. Et ça fait des nœuds. Ça fait des nœuds, des tensions. On projette sur l'autre. J'ai l'exemple, par exemple, vous êtes au boulot, et le collègue fait une remarque. Et cette remarque-là, elle active votre peur de perdre votre boulot, d'être licencié.
Donc il y a une grande peur. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en colère. On va dire, ce con-là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas vrai, c'est pas juste. On va se fâcher sur lui, peut-être toute l'équipe. Et on va se monter en colère. On va dire, oh là là, ils sont tous contre moi. C'est souvent c'est ce qui se passe. Et donc après, les autres, ben, ils vont sentir cette colère, ben, ils vont réagir en conséquence. Ils vont pas aimer ça du tout, et après, ça fait des cercles vicieux. Donc le mieux, c'est vraiment s'occuper de sa peur. Et qu'est-ce que l'autre me renvoie? Est-ce qu'il me rejette vraiment, ou est-ce que c'est moi qui me sens rejetée? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que j'aime mon travail? Ou est-ce que ça fait longtemps, je pense que j'aimerais bien faire autre chose? Voilà, donc, et quelle action poser dans ce cas-là? Est-ce que le monde, il nous reflète ce que nous en émettons? Hein? Comme je dis, les autres, ils sont frères et sœurs, ils sont nos miroirs et nos enseignants. Donc ça pour... Et la guérison, alors? C'est quand on est joyeux. Ouais. Ouais. Ah ouais, guérir. Bah oui, oui, rire. Ah oui, c'est chouette. Faut penser à ça, ouais. Donc moi, c'est retrouver l'harmonie. Hein. Voilà. Et ouais, bah, c'est notre état naturel en fait. Être dans la joie et rayonner qui on est. Être dans le pouvoir, dans la créativité, dans l'amour. Et prendre la responsabilité de sa vie aussi. Pareil, il y a une différence entre responsabilité et culpabilité. La culpabilité, elle nous détruit. Par contre, la responsabilité, oui, nous sommes responsables entièrement de notre vie et pas qui que ce soit. Voilà, donc les soins. Pour un soin, il faut qu'il y ait une demande. On ne soigne pas s'il n'y a pas de demande et l'accord. À moins que quelqu'un n'a plus de conscience, on est en cas d'urgence. Mais sinon, on ne fait jamais contre la vie de quelqu'un. Les peuples traditionnels, ils le faisaient en groupe. Il fallait toujours que la tribu soit associée, la famille. C'est beaucoup plus puissant. L'inconscient aussi doit être d'accord. Donc ça, je vois souvent parce qu'il y a l'inconscient, il y a certains bénéfices secondaires des fois qu'on ne veut pas perdre, ou des peurs qui bloquent du coup le processus de soins et de guérison. Il faut être capable de recevoir. Donc pareil, il faut une intention de soin. Et puis quand on est soignant, ben, lâcher prise par rapport au résultat. Parce que le résultat appartient à la personne. Si en fin de soin, je rends le soin à la personne. Je te remets les soins et il t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Important. Oui, c'est important. Donc les chamans, ils soignent au niveau de l'âme. Ils soignent le corps énergétique, donc c'est un soin spirituel, c'est pas un soin symptomatique. Je voudrais poser une question à ce niveau-là. Qu'est-ce que... quel est ton avis de chaman sur je ne suis pas arrivé à le dire. Les différents corps? Non. Sur les mémoires karmiques, les mémoires ancestrales. Oui. Quel est ton avis? J'allais venir là-dessus, parce que j'allais vous lister un peu les soins qui se font. D'accord. Donc au corps énergétique, ils sont inscrits nos émotions, nos pensées, ils prennent forme. On ne se rend pas compte, mais tout, les mots, les actions, mais aussi nos pensées, ils prennent forme et on peut le voir au niveau énergétique. Et puis les vies passées aussi. On dit à la mort, il y a 3 premiers chakras qui se dissolvent, mais les vies passées sont au niveau du chakra du cœur, donc on peut les voir. En état altéré de conscience, on peut avoir accès, nous-mêmes et puis d'autres aussi. Et les ancêtres. Ça, c'est une question aussi, comment ça se copie entre les ancêtres, l'histoire familiale que je porte et les vies passées. Il y a souvent des parallèles.
Ça répond à ta Oui, question? ça répond tout à fait. Donc après, on voit les dysfonctionnements dans les cellules, dans l'ADN, au niveau des organes, des systèmes d'organes. Donc quand moi je soigne, j'aime bien que j'accompagne le patient en fait à un voyage dans son corps. Donc ça va être dans le tambour, mais ça va être aussi à travers le ressenti. Et j'aime bien ça pour que la personne se rende compte qu'est-ce qui se passe. Qu'elle apprenne à vraiment s'écouter, écouter qu'est-ce qui se passe, et comprendre. Et comprendre aussi comment elle fonctionne, parce que c'est elle qui a créé sa maladie. Donc qu'est-ce qu'il faut changer en fait? C'est facile de faire à la place de l'autre, mais après, bon, il se sent bien, mais il ne sait pas pourquoi. Et on redémarre pareil. Donc ça demande pas mal de concentration, parce qu'il faut vraiment comprendre comment l'autre fonctionne. Donc une écoute profonde, quoi. Et puis, on regarde ce qui ne va pas chez l'autre, hein, mais il faut faire confiance aussi à la nature divine qu'il a, et qui a une capacité d'auto-guérison. Nous, on donne des outils, on donne notre aide, les guides aussi. Donc, le soin se fait en 3 parties, mais c'est le patient qui se guérit lui-même en dernier lieu. C'est pas nous. C'est pas le soignant, jamais. Il faut vraiment être clair là-dessus. Donc, à l'origine, souvent, il y a des blessures. Il y a eu quelque part dans nos vies, il y a eu une blessure. Et ça fait mal et on n'a pas envie d'avoir mal. C'est trop mal et on ne veut pas ressentir cette douleur et on se crée un masque de souffrance et on se crée une histoire. Hein, tel autre, il m'a fait ça, il m'a abandonné, maintenant je suis tout seul et personne m'aime. Et des fois, ça tourne en boucle là-dedans. Et donc, il y a des croyances qui naissent de ça. Et on se crée, en fait, comme les autres reflètent ce qu'on porte, on se crée ces histoires. Et ces vies passées, les ancêtres, tout ça, c'est lié à la première blessure, en fait. Donc, en chamanisme, on essaye de percer toutes ces couches-là pour vraiment arriver à la blessure et pas soigner les symptômes. Donc, ça prend du temps. Des fois, il faut plusieurs séances de soins. Il faut des temps d'intégration aussi. Mais il faut comprendre aussi le pourquoi de la blessure, parce que sinon elle va revenir. Le but du jeu, c'est qu'elle ne revienne pas quand même. Elle ne reviendra pas. Si tu arrives à la racine, c'est comme les verrues en fait. D'accord. Si elle guérit vraiment, je dirais ça, oui. Donc après les soins chamaniques, je vais vous citer donc le soin de base, ce qu'on appelle la récupération d'âme. Donc j'ai fait un stage en décembre, ou le recouvrement d'âme. Donc le chaman, il dit quand on subit un traumatisme, un état de choc, c'est une réaction de survie. Il y a une dissociation qui se produit quand c'est émotionnellement trop fort. C'est vraiment un mécanisme de survie. Donc il y a l'émotionnel et le mental qui se dissocient. Ça permet de fonctionner, de faire ce qu'il faut. Mais après, le problème, c'est il faut retrouver cette partie-là parce qu'elle va rester au même niveau. Si ça arrivait à 3 ans ou à 5 ans, elle va rester dans cet âge-là. Et quand vous aurez un événement qui va rappeler le souvenir, ça peut être une couleur, une odeur, une personne qui rappelle quelqu'un, on va réagir comme si on avait l'âge. On ne va pas réagir de manière adulte. Je voulais poser c'est un truc qui m'est arrivé hier. J'ai eu une consultation avec une personne et on parlait de son enfant. Et, mais le gamin, il a plus de 25-30 ans maintenant. Et il a eu un accident de voiture. Et comme tu dis, lors de cet accident de voiture, il avait 4 ans. Et en fait, le gamin est resté l'adulte maintenant, oui. Il est resté à cet âge-là encore. Et donc, c'est comme si son cerveau était resté bloqué. Oui. Et donc, le chaman, il va dire c'est perte d'âme. On fait une partie de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce... Parce que moi, je dis, je peux rien faire, en fait. Là, je peux vous dire de dire juste la solution chamanique. Donc, on part en voyage et on va chercher cette partie d'âme. Oui, en scientifique, je ne peux pas dire où elle est. Est-ce qu'elle est dans l'aura?
Mais en tout cas, on va faire un voyage et on va essayer de la trouver. Elle peut Il y être a- au il y a monde comme- supérieur, au monde inférieur, et on Ouais. va la soigner. Il y a quelque chose de possible. Oui, ah oui, tout à fait. Est-ce que je peux contacter cette personne et la mettre en relation avec toi? Oui. Parce que moi, je ne sais pas faire. Ouais, c'est vraiment le soin basique et le soin classique. Donc, c'est vrai, il y a des psychologues des fois qui envoient des personnes qui sont en état de dissociation. Donc, ce qui déclenche, oui, c'est tout choc. Ça peut être une opération, ça peut être une séparation, un deuil difficile, un accident. Là, c'est un accident de la route, Tout là. traumatisme, quoi. Et les symptômes, ça peut être une perte d'énergie, une immaturité partielle, Mhm. perte de mémoire, un sentiment de vide intérieur qui est comblé souvent par des addictions, des maladies chroniques, la dépression. Il y a plein de symptômes. Hein. Donc, ouais. Donc, moi, pour ma part, j'en ai dû faire des centaines. Ben, je vais essayer, hein, je vais lui dire de te contacter. C'est pas qu'une, des fois, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi, je pense que j'aurais dû faire, des fois, je me dis, j'aurais dû faire une liste et cocher. J'étais tellement ravie à la première, mais après, il en a fallu tellement. Et ça peut être aussi, quand on a perdu une perte d'âme, ça se retentit aussi sur plusieurs vies. On ne va pas la récupérer automatiquement à la mort, donc des fois on a perdu une vie passée et puis il faut récupérer l'âme. Et ça se traduit comment? Par une trisomie ou quelque chose Non, comme ça? non, pas Par forcément quoi? handicap, non, mais voilà. Ou un enfant qui Un n'arrive manque pas à... d'énergie ou Voilà. un manque des qualités, hein, parce que quand on récupère cette partie-là, on va retrouver l'énergie, on va retrouver la mémoire, on va retrouver les qualités qui nous manquent. Donc en intention, je demande qu'est-ce que vous avez besoin ou qu'est-ce qui vous manque. Parce que ces traumatismes-là, la plupart du temps, ils sont inconscients. On n'a pas les souvenirs. Ça va? Enfin, donc après, il faut vraiment prendre soin. Quand on a récupéré, donc des fois on sent rien, mais des fois on sent vraiment. Comme une chaleur, quelque chose qui rentre dans le corps, on sent plus d'énergie. Donc après, il faut prendre soin de cette partie-là, qui est arrivée, qui a peut-être 3 ans, qui a encore des envies de jouer. Elle va grandir, mais vraiment être à l'écoute. Et à l'écoute de ses qualités, ce qu'elle amène. On va être à l'écoute de soi. Voilà. L'autre soin, c'est récupération d'un image de pouvoir ou des guides. Des fois, une personne elle peut avoir perdu le contact. Nous avons tous des guides, nous avons plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un soin, mais ça c'est très connu en énergétique. Quand les personnes décédées, des fois ils ne vont pas à la lumière comme il devrait. Le passage d'âme. Il y en a qui restent entre deux, donc faire passer les âmes. Ouais. Donc ils restent dans un état intermédiaire et donc du coup ils ne peuvent pas évoluer, ils vont rester dans le même état émotionnel quand ils sont morts. Il ne faut pas avoir peur, hein. Ils ne sont pas méchants du tout, ils sont juste perdus, ils ne savent pas s'en sortir. Donc ça, on a tous les soins, c'est assez fréquent. Le terme technique, c'est psychopompe, je n'aime pas ça. Ça fait pas beau du tout. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme soin? On peut voyager aussi dans les cellules, dans son corps. On peut avoir des voyages et beaux paysages et tout ça, mais on peut voyager aussi dans son corps. Et souvent, j'amène des personnes à l'état altéré de conscience. Il suffit juste de parler un peu comme dans l'hypnose, ou doucement, même sans le tambour, et ils vont me décrire. Tiens, mon foie, il est comme ça. Ah, il est contracté. Ah, il est foncé. Ah. Et là, il y a un nœud. Ah bon? Et les sons, c'est étonnant. Hein. Quand on amène les gens, il y a beaucoup qui ont cette capacité-là. Donc voilà, et après, ils peuvent dire, tiens, il a besoin. Et rien que, je dirais, la plupart de la guérison, c'est de prendre conscience déjà de ça. Et après, amener son attention dessus, donc ça veut dire amener la lumière dessus. Et je demande respirer à cet endroit-là, et ça va faire. Ça va faire tout seul, parce que nous, on est nature. On a envie d'être bien. On est comme des plantes, enfin les animaux, ça pousse tout seul. Donc quand on permet, on a bloqué quelque chose, mais quand on prend son conscience, ça va faire souvent tout seul.
quand on soigne, donc on soigne avec les guides, ou alors on se connecte directement à la source, au divin. Donc ça c'est quand on fait la position de main, ce qui m'arrive le plus souvent maintenant, c'est se connecter à la source. La source en moi, la source autour, c'est pareil. Le principe, voilà. Donc après, il y a des soins qu'on appelle les soins de transformation et les soins de création. Donc ça, c'est ce que j'ai appris chez Patricia. Je différencie vraiment la roue de transformation et la roue de fondation. Donc la fondation, quand il y a des blessures au niveau incarnation, dans intra-utérin, petite enfance. Ça ne crée pas des blessures, ça crée des lacunes dans le développement. Il y a des trous, des choses qui manquent. Vraiment, et ça fait du vide. Donc là, c'est rare que j'aille avec la personne. Des fois, je la guide, mais tout doucement pour qu'elle prenne conscience. Mais le mieux, c'est créer autre chose, une autre expérience qui aura un impact émotionnel et positif, un vécu positif. Ça peut être un voyage chamanique, ça peut être une mise en situation. Donc là, j'ai fait un stage là-dessus aussi. Et donc, quand on a des fondations solides, là, on peut faire des soins de transformation. Donc, transformer, ça fait des blocages dans la vie, des attachements, il y a des croyances. Donc là, c'est quand on travaille au niveau des ancêtres, des vies passées, nos histoires, les engagements malsains, les culpabilités, les liens malsains, de travailler sur les codes relationnels. C'est ce qu'on appelle les entités aussi. Comment ? Je voudrais comprendre le rapport avec les entités. Oui. Voilà. Parce que moi, je travaille comme ça, je débloque les mémoires en dégageant les entités et les esprits. Voilà. Qu'est-ce que c'est les entités pour toi? Alors voilà. Ça c'est flou aussi, on parle beaucoup de ça, mais chacun donne une définition. Eh oui, eh oui. Et là, je suis en pleine... C'est des énergies? C'est des énergies, oui, tout à fait. Tout est énergie. Tout est énergie. Mais des entités, c'est des énergies agissantes. Soit elles sont là en protection par rapport à d'autres entités qui sont là plutôt en malveillance. Et voilà, donc, mais là j'ai du mal à expliquer justement, parce que je suis dans le flou. Et on voit sur les âmes perdues, celles que tu disais, qui se baladent, qui ne savent pas où elles sont. Oui, les âmes, oui, voilà. Mais ça, c'est facile. Voilà. Ça, c'est des entités. Oui, mais une âme perdue, c'est facile à voir. Après, il y a des énergies, oui, qu'on peut qualifier malveillantes, diables ou je ne sais pas quoi. Oui, ça existe. Mais c'est juste des énergies qu'on a nourries avec des pensées négatives. Hein. Voilà. Les égrégores. Ouais. C'est ça. Mais ça peut avoir l'apparence d'un être, quoi. Mais oui. Sinon, il y a les égrégores aussi. La peur, souvent, c'est des trucs noirs et puis qui bougent beaucoup. Donc c'est l'émotion, plus les pensées et tout ce qu'on a mis dedans. C'est ça. Ouais, c'est des trucs, voilà. Bah, c'est l'énergie, hein, simplement. Hein. Oui, c'est de l'énergie. Ouais. Voilà. Dans les entités, il faut amener à la lumière, le reste, on peut transformer. Mais c'est la personne qui doit la transformer. C'est ça. C'est toujours pareil, hein. Pas faire à sa place, quoi. Sinon, ça ne tiendra pas. C'est aussi tout ce qui est astral. Quand vous recevez une remarque pas sympa, ou une agression, ou une mauvaise nouvelle, on dit je reçois ça comme un coup de poing, ou comme une flèche, ou une pique. Quelqu'un me fait des piques. Et en astral, nous, on voit des piques, on voit des flèches, on voit tout ça. Donc au début, on s'amuse à retirer tous ces trucs-là. Ça a l'air comme des champs de guerre. Mais en fait, il faut soigner la blessure qui est en dessous. Hein. Ça peut être des choses de mémoire karmique aussi, ça. Ouais. Des anciennes blessures de guerre ou des choses comme ça qu'on aurait pu avoir dans les une vie passée. Ouais. Voilà. Le karma, c'est juste lien cause à effet. Hein. Ouais. Mais bon, après, ça se modifie, on peut travailler dessus. Mais ce qui est important, tout ça c'est symptomatique, même les entités, on les a attirées parce qu'il y a quelque chose dans notre énergie qui les appelle, enfin ça fait comme un aimantage. Donc c'est toujours la blessure en dessous qu'il faut soigner, sinon il y aura d'autres. Ouais.
fondations, hein. Donc les symptômes, quand il faut aller dans les fondations, ben, ça peut être une solitude, une tristesse, un vide intérieur, un manque, l'insécurité. Donc ça, c'est des blessures des fondations. Des peurs pas compris. Donc des masques associés, c'est des masques de rejet, abandon, humiliation, contrôle, trahison. Donc ça s'exprime, quand ça dure longtemps, quand on se répète en boucle, ça s'exprime dans notre corps physique, hein, dans notre stature, la manière d'être. Et souvent on aimait ça, on est, par exemple, le manque. Il y a la conviction intérieure, bon, il y a eu un manque à un moment donné, quand on était petit, on n'a pas eu assez à manger, ou à un moment on n'était pas là, ou quoi que ce soit. Et il y a une croyance, j'aurai jamais assez. Et du coup, on va exprimer ça, et puis du coup, ça va nous être renvoyé par l'environnement. Ou on a peur d'être abandonné, et du coup, ben, on va préférer abandonner l'autre. Donc, ça arrive. Ça, c'est des schémas, ça. C'est des schémas, voilà. Donc après, c'est important de prendre conscience de ce qui se passe là. Sinon, il y a la récapitulation, donc ça, on fait tout seul. C'est penser aux personnes avec qui on était en contact, les personnes proches, et se rappeler. Et rappeler aussi les erreurs qu'on a faites, prendre ses responsabilités, et poser des actes. Ou intérieurement communiquer dans l'esprit si la personne n'est plus là. Mais vraiment dire, faire quelque chose, revoir sa vie. Et voilà, en dernier, c'est le soin destiné quand la personne est assez avancée. Donc les soins et les destinés, c'est pas choisir un métier, c'est vraiment... des fois, on a plusieurs missions d'âme dans la vie. Des fois, on arrive à un moment où on sent que voilà, on est arrivé au bout de quelque chose et on peut voir, il y a un autre chemin, donc on peut enlever des obstacles. Des fois, il y a des obstacles qui nous bloquent pour le prendre. En général, on a plusieurs voies comme ça. C'est difficile de nommer, mais bon, ça c'est pour les personnes qui sont bien avancées. C'est pas un soin qu'on fait au début. Donc pour tous ces soins-là, il faut un temps d'intégration. Donc ça, je m'aperçois que les gens ne respectent pas assez du tout. Hein. Un soin chamanique, il faut 3 semaines, 1 mois. Et avant, après les jours, après les soins, ça remue 3-4 jours. Mais après, c'est comme si ça sédimente, quoi. Donc vraiment, il y a des gens qui courent d'un soin à l'autre, ils font ceci, cela. Il faut savoir, ces soins-là, ils agissent au niveau de l'âme, donc après, ça va agir au niveau psychique, émotionnel et physique. Le corps va se modifier. Nous, entre les débuts de formation et les fins de formation, elle nous a dit, regardez les photos. Même au bout d'une année, on n'était plus pareil du tout. Il y a aussi la statique qui se modifie. Donc on passe par des stades pas confortables des fois. Quand ça bouge et tout, c'est pas... Mais tout bouge. Donc ne courez pas un et puis un autre, un soin chaman, un médium, un ostéopathe, je ne sais pas quoi. Enfin, il faut notre système puisse intégrer ça aussi. Il faut vraiment le temps, hein. Il y a une latence quand même, un temps de latence pour que ça prenne. Hein. Une sorte de forme d'incubation. Une sorte d'incubation. Oui. On n'incube pas que des mauvaises choses, on peut incuber oui, des bonnes choses tout à aussi. fait, oui. Oui. Mais il y a la dimension là, il y a la dimension temps quand même. Hein. Oui. Ouais. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Les gens, ils ne savent pas assez. Et ça peut se déstabiliser parce qu'à force, enfin, moi je l'ai fait, hein, cette erreur-là. Au début, j'étais dans 2 écoles. Donc, une enseignante de Barbara Brennan, j'étais apprentie et puis j'ai commencé le chamanisme. Et cet apprentissage me demandait de participer à tous les stages qu'elle faisait, 4 intensifs par an. Un intensif, c'est une semaine entière avec 2 soins par jour. Donc ça fait 10 soins dans la semaine, avec un temps d'isolement. Plus 2 soins dans la semaine. Et ce qui s'est passé, j'ai collabé, quoi. Je suis arrivée dans l'état, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et donc un état grave, hein, où il me fallait vraiment l'aide des tierces personnes. Hein.
Il n'y aurait pas eu quelqu'un pour s'occuper de moi, ça aurait été l'hôpital, hein, une psychiatrie sans doute. Et ce qui s'est passé en fait au niveau énergétique, c'est tout le corps énergétique qui s'est cassé la figure. Donc physiquement j'étais vivante, mais j'avais plus d'aura. Il fallait tout rebâtir, ça m'a mis 9 mois. Wow. Ouais. Renaissance. Une grossesse. Une grossesse, oui. Donc c'est vraiment le danger. Et j'ai vu d'autres personnes aussi, ils sont tellement mal, donc ils sont dans le zèle de faire. J'ai un collègue il était arrivé pratiquement au fauteuil roulant comme ça. Il a fait tous les jours, il s'est baladé, il a travaillé ses chakras, il a médité, il a fait. Non. Voilà, c'est juste pour parler de ça, c'est important. Donc, il ne faut pas méditer tous les jours, il ne faut pas faire les chakras tous les jours. Ah, méditer, oui. Méditer, tu vas à l'intérieur, mais faire tes chakras, oui et non. Non, tu ne vas pas faire que ça, quoi. Méditer tous les jours, c'est une hygiène. C'est autre chose. Voilà, le dernier soin, le soin pour la terre. Pour la terre-mère. Donc là, on parle beaucoup. C'est mon fils qui m'a parlé. Il travaille dans l'écologie. Il me parle de l'éco-anxiété des jeunes. Apparemment, c'est très très commun. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans la panique, qui vivent un mal-être par rapport à la souffrance de la terre. Mais bon, et donc il y a des psychologues spécialisés pour ça, qui soignent l'éco-anxiété, un nouveau métier. Il m'a appris ça, je ne savais pas. D'accord. Après, il faut faire la part des choses. Est-ce qu'ils ne projettent pas sur le monde, hein? Sûrement. Oui. Ouais. Sûrement. Bon, j'ai dit attention. Parce que le monde, pourquoi il va mal? Parce que nous, on va mal. On fait au monde ce que nous, on se fait nous-mêmes. Projection. Ouais, c'est des projections. Donc, c'est guérir. Voilà. Bon, ceci dit, des fois, il faut faire des soins à la terre quand il y a des mémoires collectives. Hein. Là où il y a eu des guerres, ou des camps de concentration, ou des grosses catastrophes chimiques ou autres. Hein. Donc, ça peut être quand même intéressant de faire ça. Donc, on l'a fait. Donc là, il vaut mieux se réunir à plusieurs. Donc, j'ai eu une expérience récemment. Il y a un jour, je voulais faire un footing. C'est nouveau aussi. Hein. Depuis les jours où tu peux faire du footing, je n'ai jamais pu faire ça. Je trottine, hein, mais moi, je peux respirer. Et là, ça n'allait pas du tout. Je me sentais mal. Après, je suis tombée. Bon, ça saignait. Je suis rentrée. Je me dis, alors là, tu te lèves vers la jambe gauche, ça ne va pas. J'ai dormi 3 heures, ça n'allait pas mieux. Et après, il y a une âme d'un chaman en Amazonie qui m'est apparue. Je me suis dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était que maman alors. Et il était vraiment en état de détresse, et donc c'était en rapport avec les forêts qui brûlent en Amazonie, au Brésil. Hein. Et donc il n'était pas à la lumière, et je ramassais vraiment tout son mal-être, sa souffrance. Et en même temps la souffrance de la terre. De la terre là-bas, et je n'ai jamais senti à ce point-là. Et j'ai senti la terre vraiment comme un être, hein, comme si c'était une sœur à moi. Donc il n'y a pas d'hierarchie, on peut vraiment percevoir la terre aussi comme un être. Elle a une aura, elle a des chakras comme nous. Hein. Ouais. Et donc de ça, bon, il y a d'autres personnes qui ont eu la même chose. Et puis du coup, il y a un projet de faire une association, de créer des ateliers d'amour, de travailler là-dessus et associer aussi les gens de la tribu. Donc là, je l'ai fait une fois, donc on a associé des gens formés. Parce que c'est bien d'être à plusieurs associés pour ces choses-là. Ah oui. Donc ce qui était sorti pour cet exemple d'Amazonie, c'était qu'il y a trop d'énergie feu sur la Terre, tout simplement. Trop de chaleur, trop de feu, trop de colère, on brûle trop de choses. C'est pas que le feu ponctuel là-bas, c'est un déséquilibre énergétique global. C'est ça. On fait du ciment, on brûle... Ouais, on brûle les poubelles, on brûle les gasoils, enfin on brûle plein de choses et on est beaucoup dans la colère aussi. Trop de feu. Voilà. C'est C'est ça. Mais après la Terre, elle a les moyens, c'est rééquilibre, donc elle fait pleuvoir. Le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'en pensent les chamans justement?
Ouais, ouais, c'est. C'est parce ouais. que c'est ça, en fait. Ben oui, c'est ça. Ouais, donc c'est des déséquilibres, donc la Terre elle génère des catastrophes naturelles, toutes sortes de trucs. Hein. Le s'équilibre, hein. Comme elle peut, hein. Nous, ça ne nous arrange pas. Ouais, donc c'est juste de vous parler de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi une signification de... Oui, parce que j'ai amené le Pérou, ouais. Court parce que je vois le temps est dur et je voulais avoir fait mon voyage déjà. Donc j'étais au Pérou cette année, c'était pour les diplômés, donc il fallait une intention. Et donc c'est tapis, j'ai ramené du Pérou. Donc ça c'est vraiment le monde chamanique. C'est des symboliques, donc des chamans, là c'était en Amazonie, on y travaille avec l'ayahuasca, les plantes. Et les chamans, eux, ils font des chants, ça s'appelle des icaros. Ils soignent à travers les icaros. Et donc vous avez tout ce tapis-là, vous avez des icaros codés là-dedans, dans ces sortes de broderies. Ça symbolise, ils peuvent tout vous expliquer. Ici il y a les plantes avec, donc ils peuvent vous dire quelle plante c'est. Ici il y a les icaros. Et donc il y a le serpent qu'il y a, ça c'est l'ayahuasca. C'est toujours on le voit en vision de serpent. Et au milieu, oui, vous avez l'ayahuasca aussi. Donc c'est l'artisanat de là-bas. Il faut dire aussi que c'est une forme de chamanisme aussi, c'est l'art. Le chant, la broderie, la sculpture. Il y a cet aspect-là aussi. Donc là, on a pris l'ayahuasca, donc c'était une expérience forte. Que je ne voulais jamais faire, d'ailleurs. Non, on parle drôle avec ça. C'est une drogue, hein. Oui, on parle. Une drogue qui entraîne des visions, donc qui entraîne une libération de sérotonine dans le cerveau massif. Hein. Et du vomi aussi, hein. Et du vomi. Et du vomi, la diarrhée. Ouais. Donc il fallait suivre un régime pendant un mois, donc je ne joue vraiment pas avec ça. Il faut un régime spécifique pour pouvoir bien supporter. On vomit quand même, mais il n'y a pas de. Sinon il peut y avoir vraiment des séquelles ou des dangers. Donc vous arrêtez tout traitement chimique, vous prenez une nourriture neutre, pas de sel, pas de sucre, rien de fermenté, rien d'acide, pas des viandes rouges. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin bref, donc des choses fades quoi. Du poisson et du poulet, vous avez droit, des œufs aussi. Et du riz, mais pas de pain non plus. Hein. Il y a Et pas de relations sexuelles non plus. Oh merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une chamane qui est venue à la boutique il y a 2-3 jours et on parlait justement de l'ayahuasca. Et elle me disait que ça existait en poudre aussi et que c'était moins costaud. On était moins malade en fait. Ah. Beaucoup moins. Ouais. Enfin, on n'était pas malade, même qu'elle disait. Ouais. Qu'avec ce qu'on boit, on est malade. C'était de l'ayahuasca générique. Oui. L'ayahuasca, c'est un mélange de deux plantes, hein, parce que sinon la substance active est digérée dans l'estomac. Donc la deuxième plante empêche que les enzymes fonctionnent. Hein. Donc c'est l'ayahuasca et chacruna. L'ayahuasca, c'est une liane. Hein. Oui, chacruna, c'est des feuilles. Donc il y a ça petit et puis cuit ça pendant 10 heures ou 12 heures jusqu'à ce que ça fasse un sirop épais marron dégoûtant. C'est dégueulasse. Ouais, j'ai jamais mangé rien aussi, aussi affreux. Tu n'as pas regretté de l'avoir fait Ah non, pas du tout. Voilà. Non, et ça t'a apporté quelque chose de plus que tu avais... Ouais, on a une vision pendant la cérémonie qui dure toute la nuit, donc c'est quand même fatigant. On était une vingtaine, on avait 4 ou 5 chamans, donc c'est dans le noir complet, dans le silence, eux ils chantent après. Au bout de 20 minutes, tu as les visions, une perception du corps modifiée, et les visions, et on voit. Et on voit quoi? Ce qu'il y a dans notre corps énergétique. Et ce qu'on ne veut pas voir. Tout ça. Et on comprend et il n'y a pas moyen de s'enfuir. Mais alors, pas du tout. Et on a un état de lucidité, mais extraordinaire. Et une compréhension extraordinaire. Donc moi, ça a été pour moi un nettoyage physique, parce que quand j'étais très mal au niveau de maladie, quand je ne savais pas ce que j'avais des douleurs insupportables, je ne dormais plus la nuit.
Donc j'ai fini à prendre des antalgiques et des antidépresseurs, quoi, que les médecins prescrivent quand ils ne savent pas, parce que c'était des douleurs vraiment insupportables. Et j'en ai pris beaucoup et ça a été un nettoyage de ça. Et je me suis aperçue que ça faisait comme des films plastiques ou comme du cellophrène dans les cellules. Il y avait du plastique dans les cellules, autour des cellules. Enfin, j'avais des visions de plastique, c'était horrible. Je voyais ces belles broderies-là, mais en couleur fluo, complètement déformées en plastique. C'est pour ça que je les ai achetées, parce que j'ai dit je vais les honorer si je m'en sors. Et ça a duré une semaine, cette histoire de noyade dans le plastique, c'était horrible. Et j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. C'était vraiment un gros nettoyage physique. Voilà, c'est ça, c'est un gros nettoyage. Et qui m'a amené à pouvoir respirer comme j'ai jamais respiré dans ma vie. Et pouvoir faire des shootings maintenant. Ah, bravo. Et vraiment avoir cette amplitude de respiration. Et la deuxième chose pour moi, c'était guérir la blessure des trahisons. Trahison dans cette vie, dans d'autres vies, sous toutes les coutures, pareil, une semaine, ça fait 15 jours. Et ça s'est manifesté, on pouvait réserver des massages avec eux aussi. Donc, il y avait une petite dame, là, soixantaine d'années, toute petite, minuscule, qui venait des hauts plateaux, elle faisait des massages, mais alors les massages comme nous on ne supportait pas. Elle mettait le doigt là où ça fait mal et puis elle insistait. C'était horrible, j'ai pleuré pendant 1 heure, j'en profite plus. Et elle a dit, oh t'as qu'à lâcher, mais je lâche quoi? Je ne savais pas. C'était horrible. Et donc après, au cours des voyages avec l'ayahuasca, j'ai compris à quoi ça correspondait. Dans cette vie, dans l'autre vie, j'ai eu des visions correspondantes. Mais j'ai pu lâcher ce truc-là. C'était comme une pierre dans le ventre. Et j'avais pas conscience, je pensais que j'avais nettoyé déjà pas mal de trucs. Voilà. Mais c'est ça le truc, on a beau nettoyer, il y a toujours, toujours quelque chose. Demain ça va. Oui, tant qu'on s'incarne, oui, on a des trucs à nettoyer, je crois. Mais bon, ça ne nous empêche pas de profiter de la vie aussi, dans la joie. N'oublie pas ça, hein, et pas que bosser sur soi tout le temps. Quoi. Ça peut devenir une obsession aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc les chamans, leur formation, j'ai parlé, la cérémonie, ça élimine vraiment. Et les vomissements, c'est vrai, c'est pénible. Donc nous, on mangeait le matin et à midi, et à partir de 14h, il ne fallait plus manger. Et à 20h, la cérémonie. Donc l'estomac était vide. Hein. Donc c'est faisait vomir la bile, enfin ça venait chercher vraiment dans les profondeurs, hein. C'était des fois un peu pénible. Et au niveau mais du ça sent pas mauvais du coup. Le popo, parce que tu parlais de diarrhée tout à l'heure, comment ça se passe? La diarrhée? Oui. Ouais, en fait, quand on était en difficulté en cérémonie, parce qu'on était dans le noir, dans une maloca, une grande hutte ronde, donc on pouvait taper sur le sol. Et donc il y avait pas mal de personnes qui venaient en secours et qui nous guidaient. Donc ils avaient des lumières rouges parce qu'avec sous l'ayahuasca, toutes les perceptions sont amplifiées. Donc une lumière lampe de poche, ça ne va pas du tout. Hein. Ça va nous éblouir, ça va être douloureux. Le moindre bruit aussi. Donc du coup, on mettait des lumières rouges et ils nous accompagnaient dehors. D'accord. Bon, moi, ça a été vomissement et après, à la fin, ça a été diarrhée. Ouais. Les 2 dernières cérémonies, j'ai plus pris ayahuasca, je ne pouvais plus. Impossible. Parce qu'au bout de la 2e fois, déjà, le corps, il sait ça fait vomir et il a tout de suite le cœur dès que là, il a ça dans la bouche. Enfin, ça ne rend pas des bandes, hein, aucune inquiétude. Bon. Mais par rapport à ça, je suis quand même pleine de gratitude. Hein. Ce que m'a apporté, ça m'a apporté aussi connecter avec la forêt vierge de l'Amazonie, que je ne connaissais pas du tout. Vraiment plonger dedans, savoir ce que c'est la forêt vierge. Et connecter les chamans qui le sont depuis des générations, qui ont étudié ça depuis des années et des années. Donc plonger dans ce monde-là. Donc j'étais, malgré mes souffrances, j'étais pleine de gratitude tous les jours. Je crois que j'ai célébré chaque journée, même si c'était difficile. Est-ce que c'est vrai, j'ai lu quelque part que les chamans sous ayahuasca, ils sont en guerre en fait,
entre d'autres, ils sont plus en guerre dans la tribu, dans le physique, mais j'ai lu qu'ils étaient en guerre dans l'astral, en lutte, quoi. Non. Non. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment de l'amour. Voilà. Je pense que c'est un chamanisme mal compris. D'accord. Un chaman qui est encore dans l'ego, dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui écrivait ça, c'est un journaliste qui a fait une trentaine de voyages sous ayahuasca. Ouais. Les gens que j'ai rencontrés, il y avait beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Mais vraiment, on soigne avec l'amour et rien d'autre. Voilà. Ouais. Ça peut être une question de vocabulaire aussi, hein, parce que dans ce domaine-là, chacun a la propre définition de tous les mots. Et si ça vient, ça aussi. Hein. C'est ça le problème, même dans toutes les cultures, c'est le vocabulaire. Ouais. On parle de la même chose, mais avec des mots différents. Ouais. Et souvent, on ne se comprend pas ou on ne comprend pas à cause du vocabulaire. Ouais. Voilà, donc je propose une pause. Hein. On a fait le double temps que j'ai prévu. J'espère que c'est pas trop pour vous. Et puis après, le voyage au tambourin. Le voyage dure 20 minutes et puis après, un petit partage. Voilà. Bah, on te remercie, Lita. On va plaisir. Voilà. Donc on va se faire une petite pause. Alors pour les personnes qui le désirent, il y a du café, du thé, de la boisson. Et on se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, un quart d'heure. Ça va faire tard. Voilà, sinon on va ça va faire tard. Voilà, tout à l'heure. Et on remercie nos amis de Facebook aussi. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas